le film ressemble moins à un film d'Edgar Wright ou moins directement que les autres, c'est à nuancer, mais ça me paraît pas totalement faux. Non, mais est-ce que c'est grave en fait? Est-ce que le film est moins bon pour autant? Et là, je suis pas sûr du tout. Running Man, le nouveau film de Edgar Wright, cinéaste britannique qui avait été notamment reconnu pour sa trilogie Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde, ou en version originale The World's End, qui avait aussi été reconnu un peu dans le milieu geek pour son adaptation de la bande dessinée Scott Pilgrim vs. The World, et qui ensuite est devenu un cinéaste entre guillemets un peu plus mainstream, ou en tout cas qui fait des films plus grand public à partir de Baby Driver, il me semble en 2017, ou dans ces eaux-là. 2016. Ensuite, Last Night in Soho, qui doit dater de 2021-ish. Et il nous revient ici avec Running Man, probablement son plus gros budget depuis le début de sa carrière. Il a fait entre-temps un docu sur les Sparks. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait, tu fais bien de le rappeler. Il a fait une sorte de pseudo-film. Son premier long, c'est pas Shaun of the Dead, c'est une sorte de film, mais quasi étudiant, enfin fait avec très peu de sous, qui s'appelle A Fistful of Fingers, qui est une sorte de Monty Python Sacré Graal, mais dans du western. Okay. Fait vraiment avec, je pense, 20 livres sterling. Et il avait été aussi reconnu pour sa série Spaced. Oui, tout à fait. Avec déjà Nick Frost et Simon Pegg. Donc, ici, il me semble que c'est 110 millions de budget. Donc, quand même pas rien pour notre petit Edgar. Je pense pas que ce soit son plus gros, du coup, non? Tu penses? Ah ouais? Je pense que c'est quoi son plus gros? Je crois que Scott Pilgrim, c'était 90 millions, si je dis pas de bêtises. Ok, c'est déjà énorme. Et je me demande si, du coup, Baby Driver, c'est pas plus, quoi. En fait, j'en sais rien. Il y a peut-être plus de... Non, je sais pas. En tout cas, ça semble être un... Enfin, le film a un scope plus large que les films habituels d'Edgar Wright. En adaptant un roman de Stephen King, donc Running Man, qui avait déjà été adapté dans les années 80 avec Schwarzy dans le rôle du poursuivi, du runner. Un film réalisé par Starsky, de Starsky Hutch. C'est vrai? Et ouais, Paul Michael Glaser, qui joue Starsky, a réalisé ce film. Et donc, en effet, le film semble bidé à l'international. Pas grand monde va le voir aux États-Unis. Je sais pas ce qu'il en est en France encore. Je pense qu'il aura... Enfin, il y a toujours un petit public fan d'Edgar Wright, comme nous, en fait, des gens qui ont potentiellement grandi avec Karim Debache, ou un peu ce milieu Internet-là. Qu'est-ce que ça raconte à peu près le film, Clément? Eh bien écoute, c'est une dystopie, directement. Donc, dystopie. Voilà, on est dans le... Loïc. T'as plus le droit de parler, dommage. Non mais donne-moi la chips. Pose ce micro. On est dans un monde futuriste, régi par des grandes corporations qui ont un peu tous les pouvoirs, notamment une grande corporation qui possède la télévision. Et on va suivre les mésaventures de Ben Richards, joué par Glenn Powell, qui n'est pas l'homme élastique déjà. Qui n'est pas élastique du tout et qui a des problèmes puisque son bébé est malade et il n'a plus d'argent et puisque, comme j'ai dit, tout est régi par des grosses corporations, il a été blacklisté après avoir essayé d'aider des membres d'un syndicat, puisque c'est a priori illégal ou en tout cas très mal vu, et donc il n'a pas d'autre recours que de participer au gros concours télé du Running Man où 3 personnes doivent essayer de survivre pendant 30 jours, tandis que des tueurs professionnels et un peu plus ou moins tout le monde a envie de les voir mourir, puisque le public, la population est amenée à jouer les délateurs et donner des informations sur leur position. Et en gros, le principe, c'est que chaque jour où ils survivent, ils amassent un peu plus d'argent qui sera versé à leur famille, et l'objectif final, mais qui n'a jamais été atteint, c'est de survivre pendant 30 jours. Voilà, alors que un peu tout le monde est à leur trousse. Et évidemment, bien sûr, le film va assez vite se resserrer sur notre Ben Richards, qui va essayer de se camoufler et inévitablement se faire rattraper et devoir prendre la fuite, puisque à mesure que le film avance, on va dire que son refus de mourir et la défiance dont il fait preuve, puisqu'il nous est montré dès le début comme un personnage très virulent, qui est prêt qui ne supporte pas les inégalités de la société dans laquelle il vit. Il va devenir un peu malgré lui un symbole de ceux qui refusent de se plier au système, et donc le film va gagner comme ça une ampleur de résistance politique, d'anarchie. Voilà, c'est ça. Et voilà, je sais pas comment entrer là-dedans. Toi, tu l'as revu depuis? Moi, je l'ai revu tout à l'heure, ouais. Okay. Donc j'ai vu 2 fois.
Est-ce que ton avis a évolué entre ton premier visionnage et ton deuxième ? Tout à fait. Moi, il faut savoir que je suis... mais je vous l'ai dit, mais je vais le partager au monde. Vas-y, partage. En fait, je suis extrêmement stressé par ce film, par les films de Edgar Wright. J'aime tellement ce qu'il a fait. Mais vraiment, j'ai un amour, je pense, inconditionnel pour ses précédents films. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande évidemment, parmi tous, Hot Fuzz, qui, à mon sens, est la comédie ultime. En fait, je vous le dis tout de suite, les gens, le jeu final de la soirée, ça va être un petit tournoi des scènes d'action de Edgar Wright. Et donc, on va pouvoir revoir des scènes de Hot Fuzz, de Baby Driver. Hot Fuzz, c'est vraiment bien. Franchement, ça se revoit sans fin. C'est très drôle. En parlant de Hot Fuzz, très, très brièvement, je vais dire un peu ce que j'aime chez Wright aussi, du coup, mais c'est... Hot Fuzz, c'est drôle, il y a un casting de fou, c'est bien écrit, et surtout, c'est l'humour né de la façon dont c'est filmé, et d'une espèce de perfection technique et rythmique. Un sens du timing. Un sens du timing, mais génial, à la fois... En fait, global, c'est-à-dire à la fois dans son montage, ses mouvements de caméra, ses effets de zoom ou de travelling, et la façon dont les comédiens se meuvent. Il y a des plans très très drôles dans Hot Fuzz de personnages qui sortent du champ pour re-rentrer. Voilà. C'est vraiment... Et en fait, du coup, c'est ce que j'aime particulièrement, c'est que l'humour, comme dans beaucoup d'autres films, et notamment le slapstick, qui je pense est vraiment un genre... En tout cas, je sais que Edgar Wright l'apprécie énormément, et il retourne toujours... petit à petit en tout cas par occurrence quoi. C'est-à-dire que c'est voilà, l'humour naît de la façon dont c'est filmé, et du coup c'est hyper jouissif, surtout voilà, quand il y a un truc très spécifique au cinéma du coup de voir ces films. Évidemment, lire le scénario ne procurait absolument pas la même sensation, et du coup ça m'avait fait ça pour Last Night in Soho. C'est-à-dire qu'en allant voir le film, j'étais stressé parce que j'ai tellement envie d'aimer le film avant de le voir. Et après l'avoir vu, j'ai toujours envie de l'aimer, mais je sais pas si j'ai envie de l'aimer parce que j'adore ce qu'a fait Edgar Wright avant, ou si parce que le film est vraiment bien, quoi. Et ça m'a fait un peu ça pour Running Man, où c'est marrant parce que je pense que mon stress d'aimer le film s'est mélangé avec le stress que j'avais pour le personnage. Et du coup, je suis ressorti un peu mi-figue, mi-raisin, parce que je pense que ça m'a quand même moins convaincu que ses précédents films, en tout cas moins immédiatement. Là, en l'ayant revu, franchement, j'ai vraiment pris mon pied, quoi. Okay. J'ai trouvé ça vraiment chouette, et du coup, je pense que je vais surtout m'apesantir sur ce que j'ai bien aimé. Enfin, on va en discuter, mais disons que voilà, un peu débarrassé de cette espèce de pression de l'examen, quoi. J'ai pris le film, et du coup j'ai pris le film un peu plus pour ce qu'il est, c'est-à-dire aussi un film un peu fun, en fait, dystopique, mais comme une dystopie grossier, et du coup enclin à vraiment apprécier aussi l'espèce de rigueur et de maîtrise qu'a Wright pour filmer des scènes d'action, parce que j'avais l'impression d'avoir moins saisi sa patte dans Running Man, et de me dire, est-ce qu'il s'est pas fait bouffer un peu par le côté, c'est un gros film de studio, qui a été un peu le son de cloche dominant, un peu des critiques qu'on a entendu, qui est pas forcément faux, en fait, mais je me demande si c'est tant fait bouffer, ou si c'est pas aussi lui qui veut tendre vers des films moins niche, en fait, tout simplement un peu plus populaire, grand spectacle. En fait, en le revoyant, je me suis dit, en m'arrêtant un peu plus sur la façon dont c'est filmé, dont c'est monté, tout ça, je me suis dit, c'est vraiment bien foutu quand même. C'est-à-dire que il y a, même dans les moments d'action et tout, il y a un plan lit plusieurs choses en même temps, même s'il y a un montage effréné, et qui du coup, et que disons, sa patte pour laquelle on connaissait est moins appuyée, il y a quand même tous ces avant-plans qui font des match cuts, il y a quand même tous ces effets de caméra qui se déplacent et tout. Et donc ça, j'ai trouvé ça finalement assez jouissif. Mais je suis d'accord que, en fait, réduire Edgar Wright à un certain effet de montage, un certain effet de style, serait quand même dommage, et d'empêcher, entre guillemets, le réalisateur d'essayer de faire autre chose et de rentrer dans une ligne un peu plus classique du film d'action qu'il a commencé à explorer à partir de Baby Driver. Avant, même avec Scott Pilgrim, on est vraiment dans un registre de comédie.
avant tout. Oui. Baby Driver, c'est son premier film qui n'est pas estampillé comédie. Voilà, c'est ça. Et dans Baby Driver, il y a un rapport au rythme certain, c'est-à-dire que le film est calé sur des musiques littéralement, donc presque paradigmatique de Edgar Wright, obligé d'être hyper en rythme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer d'explorer en fait toujours cette notion de rythme, d'espace, de jeu de mouvement de caméra, mais de façon un peu plus discrète, ou en tout cas un peu plus nichée dans la continuité des plans, dans la continuité du montage, et va un peu sortir de ce qui a pu être une habitude chez lui, d'avoir davantage un intérêt pour le plan en lui-même que pour la scène. Là, j'ai l'impression que il commence à travailler ses scènes comme un gros bloc de temps dans lequel il va pouvoir faire précisément un peu des jeux entre les différents moments, les différents endroits, et travailler plus structurellement. Et je suis d'accord avec toi, Running Man, pour moi c'est une vraie réussite. J'ai vraiment pris mon pied. Clément En fait, disons que un film d'Edgar Wright ou moins directement que les autres, bon, c'est à nuancer, mais ça me paraît pas totalement faux. Non, mais est-ce que c'est grave en fait ? Est-ce que le film est moins bon pour autant ? Et là, je suis pas sûr du tout, parce qu'il y a cette idée notamment, on en a un peu parlé avec Thomas Grignon, qui vient souvent, qui est souvent notre invité, sur la question des scènes d'action, puisque évidemment une grosse partie de l'enjeu du film repose là-dessus, même si pas tout, et on pourra parler un peu de la structure, on va dire, un peu du film, mais comment est un peu filmé l'action dans le film. Et c'est vrai que si on le compare à Baby Driver, qui est un pur film un peu de lignes claires, j'ai envie de dire, de trajectoire. C'est presque de la chorégraphie, Baby oui, Driver, absolument. Très chorégraphié, avec un côté smooth, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, où Baby, qui est ce pilote surdoué, flotte comme ça, l'air de rien, dans le monde autour de lui. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, le film est beaucoup plus calé sur l'humeur de son personnage là, ce qui est à mon avis à son crédit, c'est-à-dire finalement que Edgar Wright se remette en cause un petit peu son fonctionnement pour se dire là j'ai un personnage qui est pas du tout comme celui que j'avais dans un de mes films précédents, donc il faut que la mise en scène change à l'avenant. Et c'est un film qui effectivement est un peu plus nerveux, un peu plus entre guillemets chaotique, même si à mon avis il n'y a pas de moment dans le film où ça empiète sur la lisibilité de l'action. Tout à fait. Mais c'est sûr qu'il y a un côté un peu plus caméra épaule, un peu plus rentre dedans, on va dire, et peut-être un peu moins je sais pas comment dire, pas esthète, mais millimétré en tout cas, maniériste, que dans ses films précédents. Ce qui veut pas dire que les scènes d'action ne sont pas construites rigoureusement. Et pour rentrer un peu dans le détail et parler de ce qui est peut-être en tout cas une des meilleures scènes du film, qui est cette longue scène d'action dans l'hôtel. C'est une scène qui à mon avis est un peu un modèle entre guillemets du genre, c'est-à-dire que donc Ben va être se réfugie dans un hôtel pensant être incognito et va être attrapé, c'est la scène qu'on voit en ce moment, va être attrapé par des tueurs, et donc va devoir essayer de leur échapper, se faufiler dans les différents étages. Et c'est une scène qui est ce que je veux dire est à la fois un peu évident, mais il faut le faire minutieusement pour que ça fonctionne. C'est-à-dire, d'abord on découvre patiemment les lieux, on comprend que l'ascenseur est en panne, on sait à quel étage il habite, on a le temps d'appréhender vraiment l'espace. Et ensuite, comme ça, quand l'action se lance, en fait tous les jouets que Edgar Wright avait disposés à droite à gauche vont rentrer en action, et on n'a plus besoin de présenter comment ça marche, puisque le temps précédent a vraiment fonctionné là-dessus. Et je trouve que cette scène-là est extrêmement satisfaisante, puisque elle repose vraiment sur notre appréhension de l'espace et celle du personnage, quoi. C'est-à-dire, on est un peu avec lui à se dire, alors par où j'ai envie de passer, par quelle porte dérobée je peux espérer me faufiler. On se met à sa place un peu. Même, exactement, qu'est-ce que j'ai dans ma poche ? J'ai un chewing-gum avec lequel je vais fabriquer de rétroviseur, de miroir. Et d'ailleurs, la scène se finit par un truc que je trouve assez génial, qui est que le personnage se retrouve au sous-sol et cherche par où s'enfuir, et voit que les rats fuient l'incendie et descendent dans une bouche d'aération par laquelle il va fuir, quoi, une espèce de porte vers l'égout, peu importe. Et disons que là, à mon avis, c'est un peu le graal de la métaphore, on va dire, de cinéma, puisque évidemment lui appartient aux populations prolétaires qui sont rabaissées pendant tout le film. Vous êtes des profiteurs, vous êtes des rats, et là il y a cette idée visuelle de l'associer aux rats,
mais qui est rendu invisible, on va dire, par le fait que ce soit tout de suite utilisé comme moyen de faire avancer la scène, puisque en fait le rat qui pourrait faire métaphore va aussi lui indiquer la porte à suivre, et donc effectivement il va faire comme les rats, donc il y a un effet de parallèle, mais voilà, ça nourrit la nécessité géographique, on va dire, de l'action, quoi. Et je trouve que là-dessus le film est souvent assez fort, et puis on en revient à ce que tu disais, mais assez jouissif en fait, puisque il pourrait y avoir un côté stressant dans la nature du film. On est tout le temps vulnérable, on est tout le temps scruté, et le film montre un peu ça, mais il y a quand même l'idée un peu d'une grande attraction aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est un prétexte à des scènes d'action, etc. Et voilà, typiquement la scène avec Michael Cera qui a piégé sa maison, c'est une scène qui est purement fun, et il y a voilà, un peu toujours cette friction productive entre le tempo qui s'accélère puisque la menace avance, et la profusion d'idées, de gags qui vont se rencontrer comme ça. Et donc je trouve que le film est peut-être moins immédiatement Wrightien. Voilà, Wrightien. Mais pour autant pas fainéant ou pas voilà. Puis il y a cette idée un peu, parce qu'il y a un peu ce problème dans le film, ce point de rupture où plus le film avance, plus on se rend compte que les dés sont pipés, quoi, en gros. Et du coup, la tension du film vient plus du même endroit. C'est-à-dire que on est plus inquiet de la potentielle manipulation d'images que pourra faire le network, plutôt que des vrais dangers, en fait, qui sont au cul. Des dangers physiques. Et en même temps, l'espèce de dernière scène d'action qui est dans l'avion et un peu d'une complexité d'attraction, quoi. Enfin, si on compare ça à presque littéralement, dans la mesure où c'est un manège. Voilà, il y a un truc avec de la pesanteur et tout. Et du coup, je trouve ça marrant de dire oui, il y a moins d'enjeux, en fait, dans les scènes d'action, un peu. Enfin, il y a moins le danger est plus au même endroit, donc t'as plus peur de la mise en scène. Mais en même temps, on va toujours un peu plus loin que ce qu'on a fait avant. Du coup, tu restes aussi ça rivalise un peu. Et en fait, je trouve que c'est un film qui aussi gère hyper bien son ton, sa tonalité, quoi. Je trouve que vraiment c'est drôle quand ça doit être drôle. Ça arrive à redevenir sérieux tout à coup pour que t'aies une emphase avec le personnage et tout. Enfin voilà, c'est quand même un jonglage constant, en fait, entre cette espèce de film dystopique où du coup tout est permis, donc on peut faire des trucs un peu gore et il faut que ce soit fun. En même temps, il faut de l'enjeu pour le personnage, parce que le personnage, c'est un vrai gars de la street, quoi. Donc non, mais tu peux pas survoler ce en quoi il croit, quoi. Tu peux pas le rire de ça, donc il faut lui donner aussi un vrai corps, un vrai enjeu à ce niveau-là. Et je trouve que voilà, le film arrive très bien à passer de l'un à l'autre, ce qui quand même relève à pas mal du Tour de France. Je suis tout à fait d'accord avec toi, notamment en fait dans la mesure où le film arrive à garder cet équilibre qui est sur le papier très difficile à tenir, qui est en même temps être une critique de ce système de jeu, de ce système de fun, etc., sans pour autant se rendre hypocrite en faisant un film fun et en critiquant le fun en même temps. Il arrive à tenir cet équilibre-là, de nous faire ressentir en même temps l'horreur de cette organisation, de cette superstructure dont l'immense haine rouge qui surplombe la ville peut aussi faire penser à celui des producteurs du film dont on a parlé avant. Mais d'ailleurs, quand t'as des programmes télé qui passent dans Running Man, c'est-à-dire un plan sur deux, il y a du coup un N en bas, en haut à droite du truc, ça fait vraiment Netflix, quoi. Ouais, de fou. Pour le coup. Et comme tu l'as dit, je pense que cet équilibre-là, il tient notamment de la capacité du film à un peu transformer son objet de tension, de passer de la pure matérialité des scènes d'action du début, c'est-à-dire la scène où il se fait poursuivre en voiture, la scène où il se fait attaquer dans l'hôtel. J'imagine qu'il y en a une troisième que j'ai un petit peu oubliée. Et ensuite, progressivement, à partir de la maison de Michael Cera, on est sur un ralentissement de l'action et sur des scènes qui se suivent temporellement. On est vraiment... Il y a plus beaucoup d'ellipses. Pour passer du moment intense à un autre moment intense, on est sur la continuité de ces caméras qui sont en train de le filmer, notamment à partir du moment où il rentre dans une voiture et qu'il va rencontrer une femme comme ça.
Et le danger va devenir ces caméras omniprésentes, qui étaient déjà un symbole de tension, mais qui maintenant va devenir vraiment l'enjeu de mise en scène, au point où à la fin, un plan que j'adore, où le personnage va se servir d'une des caméras pour frapper un gars. Mais c'est super. C'est 12 frames, je pense. Ouais. Mais donc, et ça mais fait mal. Hein. Franchement, le coup est genre d'une puissance géniale, quoi. Oui, il y a toute cette idée de. Et d'ailleurs, moi, c'est une des réserves. J'avais un peu des réserves sur la fin du film. Et en fait, là, en le revoyant, on va pas divulgacher, hein, mais je me dis, en fait, c'est difficile de finir autrement que vous voyez l'espèce d'énorme aparté qu'à la fin, le stop, et on explique un peu. En fait, je me suis dit, oui, mais dans le lore du film, le seul régime d'image dissident c'est celui-ci. Et auquel on peut croire, c'est celui-ci, en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal de finir avec ça. Parce que, par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les espèces d'images mentales. Je trouve qu'il y en a même pas assez qui parcourent le film au début. C'est-à-dire, au début, il y a... il s'imagine ce qu'il a envie de faire. Il y a Glenn Powell qui pète la gueule d'un coup à Josh Brolin. Josh Brolin, un plan qui est vraiment inattendu et hilarant. Et en fait, c'est faux. Et il y a aussi tout un rêve que fait Glenn Powell, où il pense qu'ils vont le retrouver. Voilà, il y a une sorte de danger. Qui sont des images pareilles que les images de lui qui bosse, qui sont entrecoupées avec lui. Ça, c'est des belles idées. Où du coup, c'est pas du tout expliqué. Et en fait, il y a vraiment une sorte de... Ça amène aussi un poids de l'image au sens large dans le film, et notamment avec ce moment où il signe pour Running Man, où ce qui le fait changer d'avis, c'est... comment il s'appelle je vais oublier son nom tout le temps. Josh Brolin, qui lui dit « Tu pourrais mettre ta famille à l'abri ». Et là, on a une sorte d'image mentale de sa femme et son enfant. Et en fait, c'est cette image mentale qui le fait signer, quoi. Et j'aime bien parce qu'on en avait un peu parlé, Clément. Je pense que c'est pas tant développé que ça, mais il y a quand même une sorte de conscience de puisque je fais un film sur la télévision et sur ses déboires et sur le fait que les caméras tuent littéralement à un moment donné parce qu'elles tirent, quoi. Il y a ce poids des images qui est dans le film et qui sert en fait à 2-3 moments un peu comme un nœud en fait, les prises de décision du personnage, elles sont aussi motivées par des images. Enfin, j'ai trouvé ça assez cool, plutôt que juste un dialogue qui dise ah, tu pourrais faire ça, et on le voit réfléchir, et oui et si, non, il réfléchit parce qu'il y a ce glimpse. Mais il y a d'ailleurs des trucs assez intéressants sur un peu ces deux... Enfin, c'est pas vraiment ces deux régimes, parce que la frontière est un peu floue entre qu'est-ce que la caméra du film voit et qu'est-ce que la caméra dans l'histoire capte. On saute un peu de l'un à l'autre, parfois sans qu'on nous l'indique, même si on le devine un petit peu. Mais c'est que il y aurait un peu, on va dire... en fait, le pôle qui correspondrait à la lisibilité absolue, cette espèce de précision qui était le style d'Edgar Wright avant, il n'aurait pas trop sa place là dans un film sur le fait qu'on fabrique une image polissée de la réalité qui correspond pas, quoi. Et donc le côté plus nerveux, plus chaotique, il est là aussi pour contrebalancer cette idée que on va vous présenter une histoire qui est en fait la forme d'une course, une espèce de, comme ça, de ligne droite vers l'arrivée, mais en fait il y a des choses qui vont faire obstacle, qui vont gripper un peu ça, et je trouve que le film est assez intéressant là-dessus, parce que je pensais à ça notamment en revoyant ce plan qui est dans la bande-annonce où une des caméras le suit, elle rentre dans l'hôtel à ses trousses. Là on voit pas, mais il y a un affichage normalement. On est POV vraiment d'une des caméras. Ouais. Et donc la caméra le traque comme ça. Et il y a cette idée que, bah oui, en fait, la ligne droite de la visibilité, c'est du côté du système, quoi. C'est-à-dire c'est l'idée qu'il est vu en permanence. Ça, c'est super, et lui, au contraire, essaie de se cacher. Il y a un plan au début aussi, juste pardon, je te coupe, quand le premier runner se fait choper, t'as un des hunters qui regarde la caméra, qui charge son arme et qui fait un petit mouvement bizarre, et après la caméra se déplace dans un travelling parfait, un mouvement de steadicam génial vers le gars pour que les mecs reviennent après et le taunt, enfin voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait le plan est hyper étonnant parce que c'est un vrai plan, on pourrait dire un vrai plan de cinéma, quoi. Il y a un vrai truc de ça, mais fabriqué un peu artificiel, et c'est vrai que ça il le réserve en fait au système, quoi. Tout à fait, ouais. Et en fait je trouve que ça raconte aussi quelque chose un peu de la structure du film. Là encore une fois on en parlait un peu avec Thomas, qui
attribuait, et c'est assez, ça se tient, les gimmicks un peu de montage de Edgar Wright à cette idée de la ligne droite d'une certaine manière, c'est-à-dire il y a une continuité parce qu'il y a des raccords de forme, parce qu'il y a des panoramiques, etc., des choses qui vont dans le sens d'une fluidité, mais je suis pas si sûr pour autant que ce soit tout à fait l'horizon du film qui, j'ai l'impression, marche plutôt par étapes successives en fait. On n'a pas vraiment l'impression d'une grande fuite, mais plutôt que il va aller d'un décor à un autre, un petit peu par chapitre. Et pour une excellente raison scénaristique qui nous rend, nous, toujours en haleine, c'est d'avoir en permanence des plans de payoff qui ne pay off pas. C'est-à-dire de nous présenter le plan et finalement les choses ne peuvent plus advenir comme c'était prévu, notamment toute la séquence autour de l'abri souterrain qui en fait n'est plus trouvable. Ça c'est terrible, hein, ce plan sur les maisons là. Même le plan de rejoindre Michael Cera, ensemble on va faire un truc, en fait non, de toujours être dans un truc de ok, le projet grippe, donc on est obligé de trouver une solution secondaire. Et je trouve ça intéressant cette idée que, parce qu'en fait ce qui se raconte en sous-texte au fil du film, c'est la naissance d'une révolution, avec cette réplique qui est dit plusieurs fois que lui serait le détonateur de quelque chose qui le dépasse, quoi. Et en fait la structure du film, je dirais, irait vers cette forme un peu chorale, en tout cas tendrait vers ça, puisque à chaque arrêt qu'il va faire, il va rencontrer des personnages. D'abord une famille afro-américaine dont un des enfants est malade, ensuite le personnage de Michael Cera, ensuite la bourgeoise dans sa voiture, etc. Il y a cette idée qu'à chaque fois il y a une espèce de contact humain qui naît et qui est évidemment ce que le système ne souhaite pas, puisqu'ils essaient de monter tout le monde contre lui et d'en faire un peu le bouc émissaire, quoi. Et je trouve que la structure du film du coup raconte très bien ça, puisque effectivement le film peut donner l'impression parfois de ne pas investir des histoires qui disposent, quoi. Typiquement cette famille où il y a quelqu'un qui est malade, on comprend que c'est la pollution dans l'air, etc. C'est un peu esquissé, c'est un peu rapide, quoi. Mais aussi parce que on va dire que dans l'esprit de Ben Richards, le film idéal, ce serait une sorte de forme un peu chorale où on a le temps de créer du lien, de vraiment représenter une société un petit peu tout entière. Et à l'inverse, la forme voulue par le système, ce serait celle de non, il y a ce personnage qui est seul, qui est un individu qu'on doit traquer, qui va vers la ligne d'arrivée. Et voilà. Et je trouve que le film, finalement, je dis pas construit une réflexion politique sur la structure de son histoire, tu vois, je sais pas si c'est à ce degré-là, mais traduit bien cette espèce de tension entre on a envie de faire société, mais le système nous pousse constamment à passer à autre chose, quoi. C'est vrai que le fait de réadapter le roman 40 années plus tard, ça peut un peu se lancer une discussion qu'on a eue sur un certain man, c'est-à-dire est-ce que c'est pas une vieille idée ou un truc un projet des années 80 qui n'aurait plus trop de sens aujourd'hui. Mais il se trouve que en effet, j'ai l'impression qu'on traverse aujourd'hui une sorte de seconde crise des images. On avait traversé une première avec je dirais dans les années 70, avec évidemment le Zapruder film, avec la dominance de la télévision et l'incapacité de croire en les images dominantes qui nous sont données, et aujourd'hui avec la prédominance à la fois d'internet et de l'IA, c'est-à-dire donc de la fake news de 1 plus de l'altération des images même en leur sein fausse, quoi, et que le film arrive de cette manière-là à renouveler le propos politique du roman d'origine, avec en plus des idées de mise en scène qui correspondent à ça, c'est-à-dire que les petites caméras flottantes qui suivent tout le temps le personnage et comme vous l'avez dit, qui vont un peu représenter ses lignes droites, avec cette idée que en fait les vraies rencontres et les vraies altérités ont lieu dans les domaines de l'intime et que dans le public il est impossible de faire advenir quoi que ce soit. Et force est de constater que l'élan révolutionnaire du film, il est toujours autant d'actualité et semble à propos sur l'Amérique d'aujourd'hui notamment, mais aussi sur le reste du monde. Et j'aurais aimé, et du coup je m'interroge aussi sur la raison du beat du film, sur est-ce qu'en fait c'est pas parce que les États-Unis sont trop en plein milieu de cette crise-là pour presque être capables de remettre en question le fait que ça leur arrive. Mais c'est vrai que il y a aussi ça sur la question un peu politique du film, mais il y a, disons, ce que le film fait en termes stricts de mise en scène, mais il y a aussi un peu son contenu, quoi. Et c'est-à-dire que là, c'est quand même un film où on parle très directement de plein de sujets actuels qui sont un peu absents en tout cas, enfin, j'aime pas prendre ça comme référent, mais
j'allais dire du tout venant du blockbuster, mais en tout cas du cinéma grand public. C'est vrai que là, c'est un film qui nous dit la télévision nous manipule, c'est une machine à potentiel fasciste qui transforme la réalité. Les grandes corporations achètent. Voilà. On trafique les images pour leur faire raconter quelque chose qui a un sens politique, qui va dans le sens du narratif dominant, etc. Et c'est quand même des choses qui sont... voilà, on nous parle de syndicalisme, de choses comme ça, ce qui n'est pas du tout, on va dire, dans l'essence du blockbuster traditionnel qui, si on veut caricaturer, ressemble plutôt, si on prend par exemple les films Marvel comme parangon de ça, mais à il faut restaurer un monde qui subit une crise. Et voilà, au nom du peuple, le héros, voilà, exactement, va rétablir finalement le monde d'avant. Bon, je schématise un peu grossièrement, mais je trouve que le film quand même est pas frileux, quoi. Ose nous parler de trucs qui sont très ancrés dans le monde d'aujourd'hui, sans faire des paraboles, des détours, quoi. Ben, j'ai pas vu celui de Schwarzy non plus, pour être honnête. Je l'ai pas vu, ouais. Donc, j'ai pas vu, mais on nous l'a raconté. Apparemment, ça a quand même pas grand chose à voir, je crois. Je crois que la vision politique du film, en même temps, ça m'étonne pas trop. Mais je suis curieux de voir ça devant le prix du danger. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a ce film de Yves Boisset qui, je crois, a intenté un procès à Stephen King parce qu'il trouvait qu'il l'avait plagié, mais qui reprend un peu la même idée, sauf que c'est Gérard Lanvin et pas Glenn Powell, qui est, voilà, il est traqué par des caméras, il doit survivre X temps et tout le monde le poursuit. Absolument, Punishment Park, Benoît Rouillet en parle sur YouTube, c'est un film exceptionnel, qui est pas vraiment de la même nature, qui est plus... qui parle pas du mensonge des images, mais plutôt de la manipulation de la réalité directement. Mais c'est un super film de Peter Watkins. Mais c'est vrai qu'il y a ce... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et sinon, j'ajoute un truc si ça peut t'aider. Mais c'est vrai que, comment dire, on peut toujours se poser la question de dire, le film est un spectacle et nous dit que le spectacle est mensonger. Est-ce qu'il y a une contradiction ? Oui, mais du coup, c'est pour ça que j'aime bien la fin, en fait. Exactement, parce que le moment où il y a révolution, le film... est mis en pause, quoi. Le film est mis en pause parce qu'en fait... S'il nous montrait... Enfin, tu vois, il y a un truc de... en fait, en le revoyant, je me suis dit, je trouve ça assez honnête de la part du film, du coup, de pas se mouiller à esthétiser ça et, en fait, prendre le risque de nous donner des images. Mais je trouve qu'on sent que le film a pas été fait par un Américain aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, parce qu'à la fin, même dans le générique de fin, il y a toute cette esthétique très... Brit punk, je sais pas comment dire, mais voilà, un peu qu'on attend des... Et aussi, enfin, c'est quand même très très à charge sur. Il y a beaucoup de phrases qui sont dites notamment par le présentateur. La violence est notre. On a ça dans le sang aux États-Unis. Bon, voilà, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que moi, je m'étais dit en le revoyant, enfin, en le voyant la première fois, je m'étais dit, c'est vrai que le Edgar Wright est quand même plus fort quand il y a du mouvement et quand ça s'arrête, quand les choses sont mises en arrêt. J'ai l'impression que c'est plus compliqué pour lui, notamment je trouve que la première séquence, enfin la deuxième séquence, celle où il est avec sa femme, avec sa famille, je m'étais dit, bon voilà, ça fait quand même très exposition, voilà, c'est un peu... Après, je suis d'accord avec... Enfin, ça me convainc assez ce que tu me dis sur... c'est relatif au personnage, en fait, de Glenn Powell. Et je trouve que ça, j'ai beaucoup aimé le fait que on s'attarde d'abord sur ce personnage, ça commence en plus son désir de brûler les élites, quoi, vraiment, avec ce premier plan, et avec sa famille, et tout, pour après nous montrer le monde dans lequel il vit, avec ce générique de début où il avance vers le network, qui je trouvais, mais genre, c'est génial, quoi. Enfin, il y a un peu l'essence du film dedans. Déjà, il y a ce côté hyper organique et fluide de tous ces plans qui s'enchaînent. Il y a ce plan qu'on voit un peu dans la bande-annonce où on est dans un quart de goons, parce que du coup, là, dans le film, la police a été rachetée par une multinationale, ce qui est forcément une bonne idée et qui ne relève pas du tout d'un régime totalitaire. Donc c'est des goons, il y a des agabs qui sont écrits dans le film. J'ai pas fait gaffe, excellent. Et t'as un plan hyper fluide qui passe à travers un char d'assaut, voilà, oui, on voit, avec tous la les caméra goons, sort de voilà. l'arrière, et tout est hyper fluide et tout. En même temps, ça installe Ben Richards comme une sorte d'électron qui parfois est à rebours des gens, enfin qui est le seul un peu élément dissonant, en tout cas dès qu'il arrive dans la partie de la ville un peu riche, c'est l'élément dissonant, voilà, qui est un grain de sable dans l'engrenage. Et en plus, esthétiquement, le film impose sa patte un peu
très coloré et en même temps désaturé, avec beaucoup de vêtements de couleurs vives, mais avec une tonalité, des bâtiments hyper gris, et dans tous les gens qui font l'accueil. D'ailleurs, les couleurs vives sont plutôt les couleurs des gens, des prolétaires, des pauvres, mais ils ont l'air plus gris quand même, parce que tout est tellement terne autour. Hein. Je trouve que la photo du film est assez remarquable. Et je trouve que le film se tient dans une cohérence esthétique et technique qui est assez géniale, quoi. Le seul moment où moi je me suis un peu posé la question, c'est pendant la scène de discussion dans la voiture que je trouvais un peu plan-plan, et en même temps en la revoyant je trouve que ça va, quoi. En fait, ce qui doit être dit est dit, et puis on passe à autre chose. Et encore une fois, il y a un truc de il y a une séquence où il se fait courser par une voiture, là. Il est en prêtre. Le voir se déguiser, c'est hilarant. Il est en prêtre, il se met à courir, les mecs le pourchassent. Il y a un plan large de lui qui escalade une grille, et quand il atterrit derrière la grille, ça cut sur un gros plan de lui qui atterrit derrière la grille, qui se tourne vers la caméra. Là, il y a la lumière des phares qui arrive, lui qui se remet à courir, et en fait, au moment où la voiture devrait dépasser la caméra, ça cut sur un autre plan de la voiture qui défonce la grille. Et en fait, ce petit plan de lui qui atterrit, qui se retourne, lumière, fuite, ça dure 1 seconde et demie. Et je me suis dit, en revanche, mais c'est... en fait, oui, t'as quand même un effet de fluidité et de lecture du truc qui est... Tout en ayant ce rythme un peu haché, haletant, qui est... En fait, c'est vraiment... Je trouve ça maîtrisé, quoi. Franchement... à la limite, sur mon bémol à moi concernant le film, je dirais que ce serait ce que je qualifierais comme étant un manque de momentum. Oui. Après, comme vous le disiez, ça correspond peut-être à l'énergie du personnage aussi, mais souvent, ce qui fonctionne très bien dans les films d'action, c'est un peu cette idée que on tire un élastique, on le tire, on voit jusqu'à quand il peut tenir, et à un moment, il va lâcher. Il n'y a pas de pinacle, en fait, un peu, quoi. Parce qu'il y a aussi ce truc de plus on avance, plus on se rend compte que c'est truqué, et du coup, il peut pas y avoir de pinacle. Mais je dirais que c'est pas forcément une... Mais c'est dans la structure du film, le départ des scènes, mais dans le départ des scènes plutôt. Ah oui, d'accord. Que typiquement, je pense à la scène dans la maison de Michael Cera, où ça commence, mais tout de suite, quoi. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de choses comme ça, et que souvent les scènes d'action ne laissent pas cette sorte d'élastique d'abord, de la tension en fait s'installer pour que ça explose. Mais il y en a une dans la maison, quoi, du coup, qui est au début, là. Dans l'hôtel où il y a ce truc. Absolument, dans l'hôtel, il y en a une. C'est pour ça, je pense que c'est la scène la plus réussie du film, probablement. C'est kiffant parce qu'il est vraiment à poil, quoi. Il est vraiment pris au dépourvu. Hein. Oui, c'est en fait ça, le moment de l'élastique, c'est. Il regarde dehors, il voit des gens un peu traîner. Il sort en serviette de bain. Nous, on a reconnu le mec tout de suite. C'est ça qui est génial. C'est que le gars qui le regarde et qui lui dit. Qui déjà redit la phrase qu'il a dit à la télé en disant je vais brûler l'immeuble et tous ceux qui sont dedans. Lui il se dit bizarre, il le regarde, tu vois que le mec il le regarde en face. Moi je l'avais reconnu direct, quoi. Et lui il se dit le vilain blanc, bizarre. Et je trouve ça hilarant que toi tu te dises mais t'es con, quoi, tu fais exprès, et que 20 secondes après il est le truc de et je suis con, quoi, bien sûr que c'était lui, bien sûr que je l'ai reconnu moi aussi. Je trouve ça marrant que le personnage t'as un truc de trope de film de évidemment, donc toi t'as un peu compris, et en même temps lui il te rattrape juste après, quoi. Je trouve ça chouette. Mais justement, c'est un peu, j'ai l'impression, le seul moment de momentum dans le film pré-scène d'action, et qu'il aurait peut-être gagné à travailler un peu cette matière-là. Mais pas ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de vrai vraiment pinacle du film. Oui, il n'y a pas le climax satisfaisant. Un peu serait celui de l'avion, quand même. Oui, mais tu vois, il y a un truc un peu... déjà, le fait que tout est truqué dans l'avion, ça fait que toute cette espèce de Mexican standoff autour de la bombe et tout marche plus ou moins... Enfin, toi, t'es pas vraiment stressé pour ça. Mais tu vois, il n'y a pas, par exemple, ce que un peu est la scène de course-poursuite dans Scott Pilgrim... dans Baby Driver à pied, qui vraiment éclate à un moment, et là, le film, il part en 5e vitesse, et après, ça trace pendant une demi-heure, et c'est hyper jouissif, quoi, tu vois. Il y a pas ce truc là, mais encore une fois ça va avec ce que le film raconte. Moi aussi un point que j'ai un peu du mal, c'est que je trouve qu'il y a une dichotomie dans la façon dont est présenté. C'est-à-dire que Ben Richards est présenté comme un mec hyper violent et énervé, ce qui est d'ailleurs très drôle. Il a même une veine maquillée sur le front. Ce truc où il répond aux questions au début, et elle lui dit vous êtes le mec le plus énervé qu'on a jamais eu, et qui dit ça me fout les nerfs. C'est hyper drôle. Et en même temps, quand le jeu commence,
Du coup, toi, tu t'attends presque à ce qu'une fois que le jeu commence, il va juste péter la gueule à des gens tout le temps. Et en fait, il fait pas ça parce que il part se cacher. Ouais, il a une réaction normale. Mais t'as un peu ce truc où t'as l'impression que le film avait besoin de l'installer comme un mec vénère et pour qu'il signe à Running Man et pour qu'à la fin, il se mette vraiment à péter la gueule à des gens et qu'on soit pas surpris. Quoi. Mais du coup, t'as un peu une redescente quand même. Ouais. Et en même temps, l'espèce de plan où il part en courant de vertige avec cette allée de lumière où lui qui quitte il y a deux plans qui s'enchaînent. Il y a un plan où il est dans les alors, quand il quitte le studio, il tombe, il se rhabille. Là, il marche dans une sorte de parking souterrain avec un effet de lumière de ventilateur. Oui, c'est bon, je vois ça. Et après, il arrive sur des marches, il se met à courir et là, il y a l'espèce d'énorme allée qu'il a traversée. Oui, qui est vide. Qui, avec la caméra qui s'envole et un truc de vertige assez sensationnel. Bah, je dirais juste 3 trucs. Énormément de C'est énorme. Non, alors, pour évacuer un peu le rang des bémols sur le film, moi je pense que ce qui me plaît un peu moins, effectivement, ça tient notamment à la scène avec sa famille au début, mais aussi avec le moment où il a cette espèce de vision quand il est dans la maison pavillonnaire en cours de construction, qui a du sens via ce que tu disais tout à l'heure, mais où j'ai l'impression que, disons que l'imaginaire un peu du bonheur chez Edgar Wright, finalement, c'est là où le film se mord un tout petit peu la queue, mais correspond à une image un peu publicitaire, très clicheteuse, de ce qu'est une famille heureuse, quoi, tu vois. En même temps, est-ce que c'est pas logique que le personnage lui-même ait cette tu peux le voir un peu comme ça, c'est vrai, de dire que même lui, son imaginaire est un peu phagocyté par ça. Parce que c'est vrai que c'est absolument publicitaire, mais à un point où j'ai l'impression que c'est presque ironique. Oui, mais même, parce qu'il dort dans des sortes de... dans les ruines du futur qu'il voulait, un peu, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ces appartements qui sont construits, c'est ce qu'il aspirait, c'est là où il aspire à emmener sa famille. Et pour moi, il se rend compte que ça fonctionne pas vraiment, quoi. C'est une bonne façon de le lire, mais en fait, je pense aussi à ça parce que déjà, je trouve à la fin de Baby Driver, il y avait un peu cette sorte d'image où je trouve que tout le film est super, et à la fin, il y a un peu, en fait, tout ça pourquoi ? Pour une fille et une bagnole. Et ça, American Dream, mec. C'est ça, tu vois, il y a un truc un peu, je trouve, son imaginaire est pas, je trouve, très, très fin et très incarné en fait à cet endroit-là. Oui. Moi, je suis pas d'accord sur Baby Driver, on en avait parlé. Mais... On a parlé, tu avais tort. Je veux dire que tu as raison et que tu as tort. C'est ça, prenez soin de vous, allez voir des films. Et non, et si, un dernier truc, non, 2 trucs, j'avais dit 3, donc ça fait 1. Non, un autre truc, c'est que tu as parlé des déguisements et il faut dire que Glenn Powell est excellent dans le film. Ouais, franchement, ouais. Et je m'y attendais pas. Hein. Moi, j'avais très peur. Et le truc des déguisements, je dis ça parce que ça fait penser à Hitman, le dernier film qu'il a fait avec Linklater. Je crois qu'ils ont fait 2 films ensemble. Et dans Hitman, il passe son temps à se déguiser et à interpréter des personnages. Et je trouve ça cool qu'il y ait ce goût du déguisement qui fait qu'il s'attache pas à construire une image un peu stéréotypée de héros d'action alors qu'il est extrêmement baraque et qu'il pourrait le faire, etc., et qu'il présente bien. Et il est quand même nu pendant il est nu, et voilà, je trouve qu'il joue un personnage. Il arrive à casser un peu son archétype de beau gosse de film d'action. Et voilà, le fait que ce soit un personnage un peu comme ça, cocotte minute et tout. Je trouve d'ailleurs qu'il est très bien présenté. Pareil, ça c'est pur storytelling visuel avec le premier plan où on voit une usine un peu qui ressemble un peu à une sorte de brasier comme ça. Et il y a son image qui apparaît par un jeu de mise au point sur un reflet de vitre, comme si c'était un peu l'image négative de tout ce monde urbain, etc. Ça commence sur lui qui veut brûler oui, c'est ça, c'est vraiment... Il a les flammes un peu en lui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est hyper succinct, hyper efficace. Ouais, c'est génial. Ça ressemble beaucoup au dernier plan du film, en plus, à l'avant-dernier où on le voit, avec l'espèce de toile. C'est ça. C'est chouette, ouais. Et transition pour le dernier truc que je voulais dire, c'est que sur cette idée un peu de image ou pas image, enfin comment est-ce que le film s'en dépatouille, il y a un peu aussi un truc qui est presque d'honnêteté où Wright peut pas dire je suis d'accord avec vous, toutes les images mentent. Parce qu'il est cinéaste, il aime ça, on sent que voilà, il a un plaisir du visuel chez lui. Et en fait, il va plutôt jouer un peu image contre image, en fait, de dire pendant les 80% du film, c'est des images qui sont produites plutôt par un système malveillant, et la toute fin, c'est toujours des images cool, iconiques, mais qui sont faites un peu pour les bonnes raisons. Dit comme ça fait un truc un peu douteux, mais disons, voilà, de jouer qui va faire l'image plutôt que l'image en elle-même, puisqu'il peut pas se défaire du fait d'aimer faire des images, quoi. C'est ce qu'adresse le personnage à la fin du film en disant
posez-vous la question de qui gère les trucs en fait. Enfin, ça profite à qui, tout ça. C'est ça.